Bonjour les amis. Alors, donc, comme vous voyez, je reviens de Paris. Je suis allé à Paris. 3 ans que j'avais pas vu la France. Euh, Déjà, il y a un décalage phénoménal. Là, en 3 ans, il y a un changement qui est visible pour les gens qui vont pas souvent comme ça en France, en Occident, comme moi. Il y a un changement considérable, et pas en bien, mais en mesures sécuritaires, en radar sur la route, en surveillance de tout poil. Euh, c'est un truc de dingue. On est arrivé à l'aéroport. C'est bon, on a été bloqué 3 quarts d'heure avant de pouvoir débarquer, de sortir de l'aéroport, parce qu'un type avait laissé sa valise à l'extérieur et que donc ils ferment tout. Dans ces cas-là, ils enferment les gens. Ils font venir le système de déminage. Ils empêchent même l'accès à l'aérogare de tous les gens qui prennent leurs avions. Ils n'ont plus le droit de rentrer. Tu n'as plus le droit d'accéder à ta voiture, tu n'as plus le droit de rien. Tout ça parce qu'un type a laissé sa valise 2 secondes. Le mec, qui en plus était à côté, a été fouillé. Il y a eu enquête sur lui pendant une demi-heure. On est resté bloqué, nous, 40 minutes. Et le type a écopé d'une amende de 480 euros. Euh, Tout ça pour rien. Bref, c'est de la parano totale. Bon, je dis pas que ces mesures sont inutiles, mais je pense qu'on est tellement fouillé à l'entrée, à la sortie, à l'entrée, à la sortie, à l'embarquement, au débarquement, avec les machines. Je vois pas comment, franchement, un mec peut rentrer ou sortir d'un aéroport avec une bombe. C'est. Enfin bon. Déjà rien qu'à ce niveau-là, c'est phénoménal la différence. Ensuite, sur la route, alors c'est de la parano totale. Tout le monde roule à 50 avec soit des petits équipements anti-radar, coyote ou je ne sais quoi, qui vous dit à chaque 100 mètres qu'il faut ralentir, qu'il faut accélérer. Enfin, c'est. Oh, je sais pas comment vous faites. Je vous assure que dans les pays non occidentaux, je vous assure que c'est pas comme ça. C'était comme la France il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans même. Enfin, non, plutôt 30 ans. Il y a de la liberté, quoi. On fait ce qu'on veut. C'est, tant qu'on roule pas sur les gens et qu'on s'écrase pas les uns les autres, on fait ce qu'on veut. Il y a des lois, mais. Parce que là, j'ai vu les nouvelles mesures, les nouvelles lois qui vont sortir. Vous allez plus avoir le droit de fumer dans votre voiture en compagnie d'un mineur. Ce que je trouve plutôt bien, hein. Mais bon, vous n'allez plus avoir le droit d'écouter de la musique fort en roulant. Je sais pas, je peux pas commenter ça. Euh, vous n'allez plus avoir le droit de dormir dans votre voiture, vous n'avez plus le droit de tripoter votre copine dans la voiture. C'est des lois qui vont sortir là, j'ai vu, 1er juillet. C'est accepter tout ça, c'est vraiment être complice d'une mise en place de dictature, hein. On peut pas accepter ce genre de choses, hein. C'est liberticide, hein. Franchement, hein, il faut vraiment se rebeller, hein. Il faut refuser, hein. Alors évidemment, vous allez me dire comment refuser. Si vous refusez de payer, vous allez être ponctionné directement sur vos comptes en banque, puisque le fisc a le droit d'aller regarder dans vos affaires et de fouiller, même de vous prélever de l'argent, même si vous n'en avez pas. Donc c'est sûr que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir résister. C'est résister en descendant dans la rue, hein, et en montrant et en protestant. Il n'y a que comme ça, hein. Là, franchement, moi, bon, de toute façon, la direction que prend ce pays pour moi n'est pas étonnante, hein. Ça correspond tout à fait au nouvel ordre sécuritaire et ultra sécuritaire qu'on veut passer, hein. Donc, je ne suis pas du tout étonné. Ça va même s'empirer. Je vois qu'ils viennent de passer la loi. Le FMI vient de donner son accord pour taxer 10% de votre épargne. Moi, je venais de le dire 2 jours avant à personne que je suis allé voir à Paris. J'ai dit, vous allez voir quand on va vous prendre votre épargne. Ils m'ont dit non, parce que lui, ils n'y croient pas, tout ça. Ben voilà, ça y est, la loi vient de passer. Voilà. Donc, je vais leur envoyer le lien tout de suite. Et c'est qu'un début, puisque l'argent liquide va disparaître, comme je vous ai dit, et qu'on va instaurer un argent électronique, un argent qui n'existe pas, et qu'en plus, on va vous prendre ce que vous avez. Voilà, donc toutes les raisons sont bonnes pour arrêter de mettre votre argent en banque. Voilà. Alors, je suis, comme certains ont pu le voir sur mon Facebook, allé voir notre ami Dieudonné. Alors, pour certains, c'est pas son ami, c'est pas leurs amis, c'est pas leur ami, mais moi, c'est quelqu'un que je soutiens, ne serait-ce que pour son courage
avoir le courage d'affronter tout seul toute la clique politico-médiatique, c'est d'un courage immense. Et c'est ce que je lui d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je suis pas venu voir l'artiste, je suis venu voir le grand homme. C'est un très grand homme, généreux, ouvert et humain. Et franchement, c'était une très grande rencontre. Voilà, je lui ai dit que c'était un grand homme. Il m'a dit merci et qu'il lâchait pas le combat, mais qu'il était fatigué de tout ça et que son prochain spectacle sera le dernier. Voilà. Par contre, la tournée durera 2 ans. Voilà, je vous informe. Et il va faire apparemment quelque chose de très bien. Mathilde m'a dit je vais finir en beauté. Donc je ne sais pas ce qu'il prépare, mais il prépare quelque chose. Voilà. Euh, pour ceux qui penseraient que la photo que j'ai prise avec lui est truquée, vous me faites rire. Je vois pas pourquoi j'irais truquer des photos qui sont faisables par n'importe qui. Si vous allez le voir au théâtre de la Main d'Or, il vous dédicace tout de suite votre CD, votre DVD, votre t-shirt et il vous prend en photo. Donc je veux pas, c'est pas exceptionnel, hein, sauf que j'ai pu discuter un peu avec lui parce que j'ai attendu que les gens s'en aillent et que je lui ai dit ce que je faisais et que bon voilà. Mais c'est pas voilà, Dieudonné c'est quelqu'un de très humain et bon enfin bref. Donc ceux qui pensent que j'ai truqué ma photo, excusez-moi mais il faut arrêter la parano. C'est bien beau de croire aux reptiliens, de croire à tout ça, je ne critique pas, mais il faut y mettre un peu des limites hein, dans le délire. Vous voyez, il y a des gens sincères sur cette planète, moi j'en fais partie, je vous le dis honnêtement, je vous parle honnêtement, sincèrement, je vous ai jamais rien vendu, je vous ai jamais rien proposé, je vous ai jamais soutiré d'argent nulle part, et je vois pas pourquoi j'irais vous mentir. Hein. Voilà. Alors on m'a demandé de faire une vidéo sur les NDE, vous savez, les Near Death Experience, c'est-à-dire expérience de mort imminente, c'est-à-dire les gens qui sont morts cliniquement et qu'on ramène à la vie de manière artificielle. Que penser du tunnel de lumière tout simplement, le tunnel de lumière. Alors c'est vrai que je devais faire une vidéo sur la présence IAM que j'ai pas encore faite. Quand je vais la faire, vous comprendrez que nous sommes tous protégés par un cône de lumière qui vient comme ça, au-dessus de nous, en forme de, on va dire pas de pyramide, hein, mais en forme de cône. C'est un cône de lumière qui vient de notre présence, Ayam, de notre présence de lumière, de notre corps de lumière, qui est au-dessus de notre âme, hein, et qui nous englobe dans ce tube électronique. Hein. Nous sommes baignés dedans en permanence. Hein. Mais de par les auras de nos corps inférieurs, c'est-à-dire les auras de nos corps éthériques, physiques, astral et mental, ce cône de lumière est souvent caché. Tout comme on ne voit pas le centre de la galaxie qui est pourtant très lumineux, parce qu'il y a énormément de poussière et de lumière et de matière noire qui s'intercalent entre le centre de la galaxie et nous. Donc on ne voit pas que quand on regarde l'espace la nuit, quand on regarde vers le centre de la Voie lactée, on ne voit pas le centre de la galaxie, pourtant il est très très lumineux. Et bien c'est pareil, on ne voit pas notre cône de lumière autour de nous parce que nous avons de la noirceur. Hein. C'est un peu la même chose. Mais lorsque nous mourrons, nous sortons de notre corps physique et éthérique et nous transférons notre conscience dans notre corps astral, qui va servir de véhicule transitoire, si vous voulez, pour nous emmener vers les mondes supérieurs. Hein. Et donc, quand nous sommes dans notre corps astral, nous n'avons plus la pollution éthérique et physique sur le plan de l'aura, et nous pouvons voir le cône de lumière. Nous sommes dans ce cône qui ressemble, donc comme on est à l'intérieur du cône, ça ressemble à un tunnel, ça va se rétrécir au fur et à mesure qu'on avance. En réalité, c'est tout simplement ce cône de lumière de notre présence lumineuse qui va nous amener jusqu'à notre âme, qui est notre première étape, et puis après nous allons vivre en tant qu'âme dans notre corps astral. Voilà. Bon. Donc voilà. Après, que penser des réanimations artificielles ? Eh ben, pour les gens qui sont morts, qui devaient mourir d'un accident de voiture ou d'une maladie, qui se font ramener à la vie de manière artificielle par des médecins acharnés, ces médecins contrecarrent tout simplement votre plan d'évolution. Parce qu'il était prévu que vous viviez 30 ans, 35 ans, 50, 20 ans. C'est votre âme qui décide, c'est vous-même qui avez décidé ce programme de vie avant de vous incarner. Et le fait qu'on vous réanime et qu'on vous redonne, qu'on vous mette un pacemaker et qu'on empêche à votre cœur de s'arrêter tout le temps, ou qu'on vous ait réanimé alors que vous étiez noyé, ou ce genre de choses, on vous redonne, on vous rallonge votre vie alors que c'est une durée de vie qui est inutile pour vous. Et en plus, on vous rallonge cette vie avec la possibilité pour vous d'engendrer des karmas négatifs, ce qui est encore plus mauvais.
Il y a des gens que ça transforme très positivement quand même, parce que les gens qui ont vu la lumière et qui s'en sont rappelés, qui ont vu dans cette lumière des êtres désincarnés ou qui ont vu des êtres de lumière ou des guides spirituels, en reviennent quand même transformés très positivement. Alors c'est aussi une des raisons pour lesquelles on laisse faire ça. Hein. C'est parce que c'est pour qu'on laisse entrevoir aux gens la possibilité qu'il y a une vie de l'autre côté. Hein. Mais il n'est pas bon sur votre plan d'avancement personnel que des êtres s'intercalent ou interfèrent dans votre évolution. Si vous êtes fait pour vivre 20 ans, 23 ans, vous êtes fait pour mourir d'une embolie pulmonaire, vous êtes fait pour mourir d'une embolie pulmonaire. Vous n'êtes pas fait pour continuer à vivre jusqu'à 90 ans ou 120 ans avec un Alzheimer. Ça ne sert strictement à rien. En ce moment, dans ma famille, il y a un oncle qui a 96 ans, qui a l'Alzheimer depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé à 70 ans, 75 ans à perdre la mémoire et à plus savoir où il est. Et aujourd'hui, il a 96 ans, c'est un véritable squelette sur une chaise roulante, mais qui mange et qui s'alimente, donc il est toujours vivant. Quand il a une embolie ou quelque chose, on l'emmène à l'hôpital, on le sauve, on le réanime, et il revient. Et il a 96 ans, et cet homme est un légume depuis 20 ans. Eh bien, je ne dis pas qu'il faut l'euthanasier parce que je ne suis pas comme ça, mais il faut le laisser mourir quand c'est son heure. Vous voyez, c'est comme ça que je pense. Après, pour les gens qui, par contre, à qui on a déclaré une mort clinique et physique, hein, il y a la mort clinique et la mort physique, les personnes à qui on a déclaré une mort physique et qu'on a mis dans des sacs mortuaires et qui se sont réveillés dans le sac mortuaire de manière naturelle, eux-mêmes, à ce moment-là, oui, c'est l'âme qui décide de prolonger l'incarnation. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu ingérence artificielle. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Et puis n'oubliez pas qu'on a aussi une corde de vie, une cordelette d'argent qui relie nos corps inférieurs à l'âme. Hein, et quand l'âme décide de couper l'incarnation terrestre, elle coupe cette cordelette d'argent. Alors c'est très étrange parce que quand elle coupe la cordelette d'argent, elle le coupe à 3 endroits. Hein. La cordelette d'argent est attachée dans nos corps à 3 endroits. Nous avons une partie de la cordelette qui est dans le foie, une autre qui est dans le cortex cérébral et une autre qui est dans le cœur, ventricule gauche. En général, elle coupe la corde et les 3 parties vont s'en aller en même temps. Vous allez me dire, oui, mais si la cordelette a été coupée et qu'on a été réanimé, ça veut dire que la cordelette s'est refaite? Non, c'est pas ça. C'est que l'âme n'a pas encore eu le temps de couper la cordelette. Hein. Et c'est uniquement dans ces conditions qu'on peut arriver à réanimer quelqu'un. Quand la cordelette est coupée, on déclare une mort physique. Voilà. La mort clinique, c'est ce petit espace-temps qui est entre l'arrêt du cœur, si vous voulez, et le fait, on s'est acharné, on a essayé de réanimer la personne pendant X minutes, 10, 15 minutes, on n'a pas pu. Et au bout de ces 15 minutes, eh bien, ce n'est plus la mort clinique, mais la mort physique qui est déclarée. Eh bien, dans ces 15 minutes-là, c'est là que va se jouer le retrait de la cordelette d'argent. Donc, si l'âme a déjà retiré la cordelette d'argent, vous ne pourrez pas réanimer la personne. C'est terminé. Si cette cordelette d'argent n'est pas encore retirée, eh bien, il y a possibilité de réanimer la personne. Voilà, donc ça s'arrête là. Voilà. Donc, parmi les questions que vous me posez, alors je voudrais pas faire de vidéo avec trop de questions différentes, parce que je voudrais justement faire des vidéos ciblées pour que ce soit plus facile après à repérer, pour écouter. Oui, l'industrie du disque. Alors là, je vais mélanger un peu deux choses. Bon, je viens de parler de la France de Dieudonné, de la mort imminente. On va parler de l'industrie du disque, on saute un peu du coq à l'âne. Vous me demandez de faire une vidéo sur l'industrie du disque. C'est clair qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens qui réussissent, c'est depuis les années 60. Hein. Nous avons, depuis les années 60, une incarnation massive de mages noirs sur cette planète, je vous l'ai déjà dit, parce que le rayon 7 est en train d'entrer en activité. Ce rayon 7 est un rayon d'ordre magique et cérémoniel, ce qui veut dire que nous allons avoir autant de mages noirs que de mages blancs. Je vous ai déjà expliqué que c'était les mêmes procédés pour la magie noire et pour la magie blanche, à ceci près que la magie blanche va faire des offrandes de fruits, de légumes ou de prières, alors que la magie noire va faire des offrandes sanguinaires, hein, à base d'animaux et de vie humaine ou animale. Et après, c'est surtout l'intention qui change, la magie blanche étant basée sur un but altruiste de sauver l'humanité ou de sauver quelqu'un ou de faire du bien,
alors que la magie noire est basée sur un but égoïste. Euh, on demande quelque chose pour soi, que ce soit la célébrité, l'argent, etc. Ou la mort de quelqu'un. Alors, donc, les vedettes, effectivement, qui réussissent depuis les années Beatles, Rolling Stones, et tous ces groupes des années 70 anglo-saxons, sont tous passés par un mage noir qui s'appelait Aleister Crowley. Tous ceux qui sont passés entre ses mains sont devenus célèbres, de Led Zeppelin aux Beatles. John Lennon avait lui-même déclaré: je sais que les Beatles seront célèbres et pour ça j'ai vendu mon âme au diable. C'est clair. Katy Perry a récemment dit: je faisais de la musique quand j'étais plus jeune, j'avais des compositions, j'avais ci, j'avais ça, j'ai vu que ça ne marcherait pas et j'ai vendu mon âme au diable. Il y a des vidéos qui sont faites sur ce sujet, j'ai pas envie de recommencer tout ça. Je vous invite à aller les voir, ou pour ceux qui veulent aller sur mon Facebook, je l'ai mis en partage. Mon Facebook, c'est Jim Leveilleur, Jim, J-I-M, plus loin, Leveilleur en un seul mot. Voilà. Il y a déjà des vidéos de fait, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Ce qui est avéré, c'est qu'effectivement, ces vedettes font impact, elles signent avec leur sang. Exactement comme dans le film Phantom of the Paradise de Brian De Palma, je crois, un vieux film des années 70. Je vous conseille de le regarder parce que c'est exactement ça. Alors, moi, vous savez, je suis compositeur, c'est mon vrai métier. Je suis musicien, j'ai des compositions, etc. J'ai jamais voulu aller jusque-là. J'ai jamais voulu rentrer dans la franc-maçonnerie, pourtant on m'a très souvent voulu me parrainer, j'ai jamais voulu. Je suis un électron libre, hein, moi j'ai toujours eu un cursus très individuel et personnel. Voilà. Donc, on m'a pas proposé d'aller jusque-là, mais si j'étais rentré dans ces cercles, je pense que j'aurais probablement réussi. Donc, en France, je ne sais pas comment ça se passe. En fait, c'est surtout l'industrie du disque américaine anglo-saxonne. Ils rentrent effectivement dans une démarche où ce sont les Illuminati qui décident. Hein, et on voit leurs symboles dans les clips anglo-saxons, on les voit très bien, avec toujours des scènes de lesbianisme, je tiens à le préciser, toujours. Ce sont toujours deux filles qui s'embrassent, ou plusieurs. Et c'est très important de le dire parce que ça rejoint ce que je disais sur mes vidéos sur l'homosexualité. Hein. L'homosexualité est une déviance, une dégénérescence. Pour ne pas dire que c'est satanique. Je ne dis pas ça, Mais vous voyez qu'on s'en sert dans les vidéos pour toucher la jeunesse, hein, pour influencer la jeunesse, c'est-à-dire que c'est bien, qu'il faut le faire. Pourquoi? Pour avoir une sexualité débridée, effrénée. Et sachez que les personnes à qui se vouent donc ces artistes qui veulent réussir, qui réussissent en signant avec leur sang et en adoptant un mode de vie déluré, hein, eh bien, en ayant des sexualités pas possibles, prenant de la drogue, ils émanent d'eux-mêmes eh bien de l'énergie sexuelle, de l'énergie de drogue, de l'énergie de tout ce que vous voulez, d'argent, de trafic, de tout ce qui est mauvais, hein. Et des entités viennent se nourrir de ça. Autant nous avons, vous savez, je vous l'ai déjà dit, nous sommes entourés d'entités éthériques. Hein. Il y a parmi ces entités des reptiliens, il y en a d'autres. Hein. Il y a les élémentales, il peut y avoir des anges, il peut y avoir différentes sortes d'entités. Il peut aussi y avoir des insectes, des insectoïdes, des choses comme ça, des bestioles pas très, très, très catholiques, entre guillemets. Et ces bestioles viennent, alors moi je vous le dis parce que on m'a déjà lancé un sort, hein, j'ai déjà été victime de magie noire, et comme j'ai la vision éthérique de développer, je voyais les bêtes sur moi. Un peu comme ceux qui ont le syndrome de très mince, les alcooliques qui voient les insectes qui sont sur eux, ils voient des espèces d'araignées, des choses comme ça. Alors ça ressemble un peu à des langoustes, pas des langoustes, à des crevettes. Hein. Et les bestioles qui viennent se nourrir de vos vapeurs. Hein. Ou quand on vous jette une magie noire, ce sont ce genre de bestioles qui viennent sur vous, hein, ou des araignées. Donc, quand vous êtes alcoolique, par exemple, vous avez des vapeurs éthériques d'alcool en permanence qui sortent de votre corps éthérique, et vous avez des entités d'alcool qui viennent se nourrir de vos vapeurs éthériques. Quand vous jouez au casino, il y a des entités de jeux, de casino qui viennent se nourrir de ça et qui vous incitent à continuer. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette addiction. Pour le sexe, c'est la même chose. Quand vous êtes addict au sexe,
il y a des entités de sexe qui viennent, qu'on appelle les succubes, les incubes, etc., qui viennent vous inciter à continuer et même à vous perfectionner dans l'art d'avoir du plaisir sexuel. Hein. Pourquoi? Parce que se nourrissent de ces vapeurs. Et il y a aussi des entités qui viennent se nourrir de vos peurs. Alors ça, c'est plutôt les reptiliens. Les reptiliens, c'est les peurs et la sexualité. Oui, voilà, donc, en fait, pourquoi ils vous font signer un pacte? Pour pouvoir s'abreuver sur vous après. Vous comprenez bien. Hein, ils s'en foutent complètement que vous deveniez célèbre et que après vous mouriez à 50 ans d'une overdose. Ils s'en tapent. Eux, pour eux, c'est ok, ils vont vous aider à devenir célèbre. Alors, par quel biais, vous allez me dire? Mais comment c'est possible? Comment peuvent-ils influencer? Parce qu'ils ont les ramifications, ils ont les lobbies. Ils ont les lobbies de la pharmacie du disque, ils ont tous les grands lobbies. Ça fait partie des familles sataniques dont je parle depuis longtemps. Donc, quand vous pactisez avec eux et que vous leur donnez votre âme, entre guillemets, vous signez avec votre sang, eh bien vous leur donnez l'autorisation, en devenant en fait quelqu'un de pervers, eh bien, à vous faire, à devenir finalement une nourriture pour toute une armée d'entités qui vont venir s'abreuver sur vous, tout en vous détruisant. Alors en vous détruisant, regardez Whitney Houston, regardez Amy Winehouse, regardez Jim Morrison, regardez tous ces gens qui se détruisent, Michael Jackson malheureusement, bon, même si je pense que lui on l'a un peu aidé à la fin, Marilyn Monroe, et j'en passe. Hein. Vous voyez comment ces gens ne sont pas des victimes de leur célébrité, mais des victimes du pacte qu'ils ont signé. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux ajouter là-dessus. C'est un fait avéré, c'est véridique. Je sais qu'il y a encore des gens qui vont m'insulter, me dire que je raconte un ramassis de conneries, comme je peux le lire. C'est très sympathique de me dire ça, merci. Allez vérifier les choses avant de m'insulter, s'il vous plaît, merci. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'est ce qui se passe dans l'industrie du disque américaine et anglo-saxonne. C'est principalement dans ces deux pays. En France, c'est plus une mafia vraiment basée sur l'argent. C'est vraiment l'argent en France. L'argent, il est le copinage. Voilà. Il faut connaître les bonnes personnes en France, sinon vous n'y arrivez pas. Si vous n'avez pas quelqu'un qui connaît un copain un tel qui est déjà dans le Chine, vous n'y arrivez pas, c'est impossible. Impossible. C'est un milieu totalement verrouillé. Et même pour vous dire, c'est que je connais des gens, moi-même, hein, je suis un musicien qui suis quand même assez reconnu dans mon métier, je vous dis pas, mais j'ai connu beaucoup de vedettes, j'en ai quand même côtoyé pas mal. Un jour je vous en parlerai. Je connais des gens qui sont en ce moment des musiciens qui ont démarré avec moi et qui sont eux sur les plateaux de Nagui, on n'oublie pas les paroles et ce genre d'émissions, ou qui accompagnent Charles Aznavour, ou qui accompagnent des vedettes, hein, qui sont des musiciens accomplis. Eux-mêmes sont compositeurs, sont chanteurs, chanteuses, choristes depuis des années sur Paris, et eux-mêmes n'arrivent pas à percer. C'est-à-dire que même sur eux, il n'y a pas de producteurs ou de maisons de disques qui décident d'en faire des vedettes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la famille. Alors vous allez me dire de quelle famille il s'agit. On n'a pas le droit de le dire, vous savez, en France, il y a une loi, Fabius Guesso. Hein. Donc on n'a pas le droit de le dire, je ne le dirai pas. Mais tant que vous ne faites pas partie de la famille, que vous n'êtes pas intronisé, ou voilà, rien. Rien du tout. Par contre, à l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas de talent, qui ne sont pas des musiciens accomplis, qui sont de véritables médiocrités incarnées sur le plan artistique, et qui arrivent quand même à percer, qui arrivent quand même à... Alors on dit, tiens, c'est bizarre, comment il a fait? Il a fait tout simplement, il connaît les bonnes personnes. En France, c'est surtout ça. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder, la vidéo fait déjà 23 minutes, je vous laisse méditer tout ça, et je reviendrai avec une autre vidéo très bientôt. Bonne continuation, courage, et n'oubliez pas de retirer votre argent des banques, parce qu'on va bientôt vous prendre vos épargnes. Allez, au revoir, bonne continuation.